Pour une startup, innover, c'est vital. Aujourd'hui, on va décortiquer ensemble un outil super puissant pour y arriver, le benchmarking fonctionnel. C'est un guide pratique conçu spécialement pour les startups. C'est la question que toute jeune entreprise se pose, n'est-ce pas? Comment on sait si on est dans la bonne direction? Eh bien la réponse, elle commence souvent par regarder un peu ce qui se passe au-delà de ses propres bureaux. En fait, cette idée n'est pas nouvelle. Tout a commencé dans les années 70. À l'époque, Xerox était en grande difficulté avec une concurrence japonaise qui leur faisait très mal. Ils ont dû trouver une solution pour survivre. Alors, le benchmarking, c'est quoi exactement? En gros, c'est un processus. L'idée, c'est d'aller regarder ce que font les meilleurs, de comprendre leurs méthodes et de les adapter intelligemment pour s'améliorer. Attention, le but, c'est pas de copier bêtement, mais bien de s'inspirer. Et cette citation, elle vient de David Kearns, l'ancien PDG de Xerox, qui a justement mis tout ça en place. Ce qu'il dit est super important. C'est un processus continu et systématique. Ce n'est pas un truc qu'on fait une fois et qu'on oublie. Non, c'est une véritable philosophie d'entreprise. Ok, voilà notre feuille de route pour aujourd'hui. D'abord, on va voir pourquoi c'est si important de se comparer. Ensuite, on explorera les différentes approches possibles, puis on passera à la méthode concrète en 5 étapes, et on terminera avec des exemples et les leçons à en tirer. Allez, on commence tout de suite avec la première partie, la quête de l'excellence. Finalement, pourquoi est-ce que c'est si crucial de se comparer? En fait, tout le processus repose sur ces 3 piliers fondamentaux. D'abord, on doit mesurer, savoir d'où on part, avec des chiffres clairs. Ensuite, comparer. Ok, quel est l'écart entre nous et les meilleurs? Et enfin, bien sûr, améliorer, c'est-à-dire mettre en place des actions concrètes pour combler cet écart. C'est un vrai cycle vertueux. On enchaîne avec la deuxième partie, choisir sa perspective. Parce que vous allez voir, il n'y a pas une seule façon de faire du benchmarking. Tout l'enjeu, c'est de choisir la bonne approche pour son besoin. Ce tableau résume bien les 4 grandes approches. On a le benchmarking interne, où on se compare entre services. Le concurrentiel, le plus classique, où on regarde ses rivaux directs. Et puis il y a les 2 plus intéressants, le fonctionnel, où on compare une fonction précise avec les meilleurs, même s'ils sont dans un autre secteur, et le générique, où on s'inspire des meilleurs processus au monde, comme la logistique d'Amazon par exemple. Et pour une startup, le benchmarking fonctionnel, c'est vraiment l'arme secrète. Pourquoi? D'abord, les données sont plus faciles à obtenir car on ne s'adresse pas à un concurrent direct. Surtout, c'est une source incroyable d'innovation de rupture. Ça permet de sortir de sa bulle et d'optimiser des processus clés comme le support client ou les RH. C'est là que la magie opère. Ok, section numéro 3, la méthode en 5 étapes. Maintenant qu'on a vu la théorie, on passe à la pratique. Comment on met en place un benchmark efficace, concrètement? Ce processus en 5 étapes, il est là pour transformer l'idée en un projet bien gérable. On commence par bien préparer l'étude. Ensuite, on analyse les cibles pour identifier les écarts de performance. Après, on intègre les résultats dans sa stratégie. On déploie les actions concrètes et enfin, on pérennise le tout pour que ça devienne une habitude. Alors, l'étape 1, elle est absolument cruciale. Il faut être hyper clair sur ce qu'on veut améliorer et sur les entreprises qu'on va étudier. Si le périmètre est flou dès le départ, c'est la cause de la plupart des échecs. Il faut vraiment y passer du temps. À l'étape 2, l'analyse va révéler des choses intéressantes. Par exemple, on peut découvrir qu'une entreprise de référence résout ses tickets de support client en 36 heures, alors que chez nous, ça prend 72 heures. Voilà, on a un écart chiffré. Ça devient une cible claire à atteindre. Et les dernières étapes, c'est là qu'on passe vraiment à l'action. On communique les résultats, on fixe des objectifs clairs, on met en place un plan d'action détaillé. Et surtout, on n'oublie pas que c'est un cycle, on réévalue chaque année, on ajuste, ce n'est jamais vraiment terminé. Allez, on arrive à la dernière partie, les leçons du terrain. On va voir un exemple super parlant et les erreurs classiques à ne pas commettre. Prenons l'exemple de Southwest Airlines, encore dans les années 70. Leur problème, leurs avions passaient trop de temps au sol entre 2 vols. Ça coûtait une fortune. Ils voulaient absolument réduire ce temps de rotation. Et au lieu de regarder les autres compagnies aériennes, ils sont allés chercher l'inspiration dans les stands de Formule 1. Ils ont analysé l'efficacité incroyable de ces arrêts au stand où chaque seconde compte. En adaptant ces principes, ils ont révolutionné leurs procédures au sol et ont complètement bousculé leur industrie. C'est l'exemple parfait d'un benchmark fonctionnel réussi. Mais attention, la démarche n'est pas sans risque. Il y a 3 pièges classiques à éviter absolument. Le premier, copier sans adapter à son propre contexte. Le deuxième, vouloir tout changer d'un coup. Il faut prioriser. Et le troisième, penser que c'est un projet ponctuel. Non, on l'a dit, c'est un processus continu. Donc, ce qu'il faut vraiment retenir, c'est que le benchmarking, ce n'est pas juste un outil de comparaison de plus. C'est un véritable état d'esprit, une philosophie basée sur l'idée de toujours vouloir apprendre et s'améliorer. Et on va se quitter sur cette question, la prochaine grande innovation pour votre projet, est-ce qu'elle se trouve vraiment chez vos concurrents directs ou est-ce qu'elle se cache peut-être là où on s'y attend le moins?